Alors ça pose un problème à nos internautes, le fait que le chiffrage soit plus affiné en 2014. Michel Marie nous dit ainsi: le débat public est là, mais le citoyen ne connaîtrait le coût, dixit Landra, qu'en 2014, après le débat, et la commission du débat ne trouve rien à y redire. On a partiellement répondu à cette question. Claude Bernet, vous nous dites un mot là-dessus? Non, parce que je viens de m'exprimer sur ce sujet. Voilà, mais je tenais à poser la question puisqu'on a des questions en direct qui émanent celle-là de Sortir Nucléaire, et je pense que c'est bien de montrer qu'on est tout à fait ouvert, contrairement à ce qui a pu être pensé, à toutes les questions. Charles-Antoine Louette, vous voulez réagir? Oui, et aussi à ce qu'a dit Claude Bernet tout à l'heure. Je crois qu'il faut bien dire clairement que le coût du projet de stockage de déchets radioactifs qui est pris en compte aujourd'hui dans les provisions et qui figure dans le dossier du maître d'ouvrage et avec lequel l'ANDRA est venu au débat public, c'est un coût qui a été évalué en 2005. Et quand on dit il n'y a pas de coût du projet, on ne connaît pas le coût du projet, si, c'est ce coût-là qui fait référence aujourd'hui. Après, ce débat public, il se déroule à une certaine phase de la conception du projet CIGEO, qui est à cheval entre l'esquisse et l'APS. L'APS. Et l'avant-projet, le début. L'avant-projet sommaire. Voilà, l'avant-projet sommaire. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir intégrer des éléments issus du débat public dans la suite du projet s'il était décidé. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre deux notions. La première qui est quel coût est affiché à l'entrée du débat public et sur quel coût est bâti l'ensemble du système. Et la deuxième qui est comment est-ce qu'on fait pour ce projet-là, mais aussi pour tout projet industriel, pour affiner ce coût au fur et à mesure. Et alors, j'allais dire, la Cour des comptes l'a bien dit, elle a dit les coûts futurs sont entachés d'incertitudes. Donc, ce n'est qu'à la fin de l'ensemble de l'exploitation de CIGEO qu'on pourra dire voilà quels ont été les coûts. Et encore, je pense qu'à ce moment-là, il y aura des débats de méthodologie sur... Et c'est bien ce qui inquiète un peu les internautes et qui les fait réagir et qui vous repose cette question. Voilà. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a ce chiffrage de 2005, c'est le coût anticipé du projet CIGEO. Le projet CIGEO connaît une conception industrielle qui amène à affiner le design industriel, à affiner les hypothèses, à affiner le périmètre. Et bien sûr qu'il y aura une nouvelle évaluation du coût. Juste un petit commentaire sur le calendrier du débat public. Parce qu'en fait, moi j'entends aussi à travers les différentes séances de débat qu'on a eues, des attentes un petit peu contradictoires. Parce qu'à la fois, il y a des gens qui me disent il faudrait que vous arriviez avec le projet industriel complètement bouclé, tout le chiffrage terminé, extrêmement précis, etc., pour qu'on puisse donner notre avis, etc. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui m'ont reproché à la même table il y a quelques semaines de dire vous arrivez avec un projet où il n'y a rien à discuter, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas non plus tenir rigueur à l'ANDRA de dire mon projet, justement, mon estimation de coût, je vais la finaliser en m'appuyant sur tout ce que j'aurai entendu pendant le débat public. Et ce débat public, il est riche en ce moment. On voit, il y a des questions qui sont posées autour de la réversibilité, qui sont posées autour du rythme de démarrage de l'installation, autour de l'insertion locale du projet. Et tout ça, ça va se traduire, bien sûr, dans les coûts qu'on va avoir en charge. Je rappelle quand même que le projet CIGEO, c'est un projet qui doit être réversible et que les conditions de réversibilité seront définies dans une future loi. Donc l'idée aussi, à travers ce débat public, c'est bien d'arriver avec des éléments concrets, présenter ce que pourrait être ce projet industriel, s'il est autorisé. Il n'est pas décidé aujourd'hui. On a présenté des ordres de grandeur du coût du stockage, et je suis désolé, mais j'ai regardé beaucoup de dossiers de débat public pour préparer sur le projet CIGEO. Il n'y a pas beaucoup de dossiers où on a demandé au maître d'ouvrage d'évaluer tous les coûts sur 100 ans, etc. Et je pense que le travail qui avait été fait en 2005, c'est un travail qui avait déjà été beaucoup plus documenté que ce que j'ai pu voir sur d'autres débats publics. Et après, on critique aussi les maîtres d'ouvrage en disant vous donnez des estimations qui bougent derrière, etc. Moi, ce que je vous dis, je suis un maître d'ouvrage le plus sérieux possible. Il y a beaucoup d'attentes que je comprends derrière cette attente, derrière les coûts. Je pense qu'on peut aussi respecter le fait que l'ANDRA, avant de sortir une nouvelle évaluation, elle veuille prendre toutes les prudences nécessaires pour bien vérifier, bien affiner son chiffrage, pour apporter à la connaissance des différents acteurs qui ont besoin de ce chiffrage la vision la plus précise des choses. Donc encore une fois, le sujet des coûts, c'est un sujet important. La Cour des comptes, comme M. Locher l'a rappelé, a regardé
regardé quel était l'impact de l'incertitude entre un chiffrage au stade de faisabilité scientifique et technique de 15 milliards et une estimation préliminaire en 2009, 35 milliards. Elle a montré que l'impact sur le coût moyen de production globale de l'électricité, il restait mesuré puisqu'on est à l'échelle du pourcent ou de quelques pourcents du coût de production. Donc nous, on va s'attacher à continuer ce travail. Mais moi, quand je vais en Meuse-Haute-Marne, on ne me demande pas si le coût du stockage, ça va être 15 milliards ou 35 milliards dans 100 ans. On me demande, monsieur Labalette, si le projet se fait, comment est-ce que mon entreprise, elle va pouvoir intervenir sur ce chantier, etc. C'était la question qu'il y a eu sur le débat sur la station territoriale. Il y a 10 jours, à l'Andra, on a réuni plus de 120 entreprises locales de Meuse, de Haute-Marne et de l'Aube pour les aider à leur présenter le projet industriel et les aider à se préparer pour pouvoir répondre sur certaines parties de ces installations en complément des grandes entreprises nationales qui interviendront pour construire le projet s'il est autorisé. Donc je pense qu'aussi, on a besoin, pour parler du coût de CIGEO, de bien arriver à se projeter sur cette échelle de temps, qui est inhabituelle, j'en conviens, d'une centaine d'années, et de resituer les coûts. Il y a des coûts d'un premier investissement, qui est un investissement important, qui représentera quelques milliards d'euros. Et donc c'est le travail en cours de l'ANDRA de bien préciser ça. Et ensuite, en fonction des hypothèses qui seront retenues sur l'inventaire des déchets, sur le rythme de développement du stockage, tout ça, on pourra préciser les coûts d'exploitation sur 100 ans et plus. Et tout ce qui peut relever de l'avenir, des impedimenta, des accidents et de tout ce qui n'est pas envisageable encore précisément actuellement fait aussi beaucoup réagir. Cédric Gauthier, par exemple, je pense que c'est une question qui est vraiment très en liaison avec le financement de la réversibilité qu'on a un petit peu évoqué ici. Il nous dit, imaginons le site de Bure dans 100 ans, celui-ci est bouché pour une raison quelconque, nous devons extraire les déchets du site. Quel sera le coût au mètre cube extrait des déchets de haute activité? Quel serait le coût au mètre cube extrait des déchets de moyenne activité à vie longue? Alors peut-être qu'on ne va pas aller aussi profondément au mètre cube. C'est des questions qui portent sur l'avenir. Huguette Maréchal, de la même façon, nous demande quelles sommes sont-elles actuellement provisionnées pour faire face à un éventuel accident, acheminement, explosion, incendie, irradiation accidentelle, inondation du site et par qui? Est-ce que cette donnée-là, qui est la donnée accidentelle, imprévisible, mais qui est très importante et qui fait peur à nombre de nos internautes, a été elle aussi quantifiée et prise en compte? Oui. Alors, deux questions. Une première, alors je vais prendre d'abord la question de l'accident, puisque on l'a bien vu au travers des débats. On a beaucoup parlé de sécurité. On a beaucoup parlé de sécurité, et c'est normal, parce que c'est un enjeu très important, et c'est le premier enjeu que regarde l'ANDRA. L'ANDRA, je le rappelle, elle est responsable de la sûreté du projet CIGEO. Et bien évidemment, si nous présentons ce projet, si nous demandons son autorisation à ce qu'il puisse être créé un jour, c'est que toutes les personnes à l'ANDRA seront convaincues que l'installation que nous proposons apporte le maximum de garanties en matière de sûreté, non seulement après fermeture pour des centaines de milliers d'années, mais également pendant sa phase d'exploitation. Alors, je vais prendre un exemple en lien avec les coûts. Il y a un des risques qui a beaucoup été discuté au cours du débat, c'est le risque d'incendie dans l'installation souterraine. Donc, quelle est la démarche de l'ANDRA pour produire l'installation qui soit la plus sûre possible vis-à-vis de ce risque? La première, c'est de faire des choix techniques qui, autant que possible, permettent de supprimer ce risque. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Les engins de transfert des colis de déchets radioactifs sont des engins sur lesquels on a interdit l'usage d'essence ou de diesel. Donc, ce seront des engins électriques. On équipe les câbles électriques qui, s'ils brûlent, peuvent apporter une charge thermique. On prend des câbles qui sont normalisés pour réduire cette charge thermique, etc. On prend une disposition pour réduire le risque. La deuxième disposition qu'on prend, c'est la surveillance. Et ce qui est clé, on en parle tous les jours avec les pompiers de Meuse et de Haute-Marne, c'est être en capacité, s'il y a une situation incidentelle qui conduit à un incendie, de pouvoir intervenir rapidement pour maîtriser au plus tôt l'incident et éviter qu'il devienne un accident. Je pense que quand même la question, c'est aussi est-ce qu'on peut anticiper et provisionner des choses en fonction d'un hypothétique incendie que personne ne souhaite. Ce que vous nous dites sur le fait que vos installations, vous essayez de les construire avec le plus de sécurité possible, c'est une chose, mais imaginons un accident... Pardon, je vous presse un peu. J'y arrive. Dans l'installation souterraine, savez-vous qu'en permanence, il y aura des équipes de pompiers prêtes à intervenir. Donc ça, c'est un coût, il faut qu'on le chiffre. Il faut qu'on chiffre les équipes de pompiers présentes sur le site, qui seront là en permanence pendant toute l'exploitation. Donc ça se retraduit d'ailleurs dans les coûts d'exploitation que l'on prend. Dans les choix techniques qui ont été faits par l'ANDRA, à l'issue, au stade des études industrielles, il y a eu beaucoup de discussions techniques autour de l'architecture souterraine. Vous avez peut-être entendu parler du débat entre une architecture dite monotube ou bitube, à savoir, est-ce qu'en souterrain, on a une ou deux galeries pour faire passer les différents flux, d'accord ? Qui desservent les alvéoles. Voilà. Alors pour faire simple, il y a deux types de flux à gérer dans un centre de stockage. Il y a d'un côté les flux liés au nucléaire. Ce sont les colis de déchets qui arrivent dans une hotte de protection.
d'accord, et qui vont être acheminés jusqu'à leur alvéole de stockage. Et puis de l'autre côté du stockage, il y a tous les flux liés aux travaux souterrains. D'accord ? Et bien évidemment, l'une des contraintes très fortes de la conception, c'est de rendre complètement étanches les deux parties de l'installation et séparer complètement le flux travaux du flux nucléaire. Ça va assez loin, hein. Les ventilations des deux zones sont indépendantes, les flux ne peuvent pas se croiser, etc. Donc il y avait deux architectures, il y a eu des discussions. Est-ce que pour séparer ces flux, on fait une architecture avec une seule galerie en boucle, avec les travaux qui passent d'un côté, le nucléaire qui passe de l'autre, et puis une séparation au milieu ? Ou est-ce que pour assurer ces flux, on fait deux galeries en forme de boucle, d'accord, avec toujours une séparation d'un côté les travaux, de l'autre côté le nucléaire. Il y a eu beaucoup de discussions qui nous ont amenés à approfondir au maximum ces études. Et aujourd'hui, il y a un consensus technique pour dire que l'option que propose de retenir l'ANDRA, qui est celle d'une architecture avec deux galeries, est préférable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est plus robuste sur le plan industriel, c'est-à-dire s'il y a de la maintenance à faire dans une galerie, on peut utiliser la seconde. Et la deuxième, c'est qu'en termes de sûreté, on a considéré, et c'était une demande forte des pompiers, qu'on avait plus de facilité d'intervention sur un incident du type départ d'incendie avec un système en double galerie, comme ça se fait sur d'autres tunnels, qu'avec un système en monogalerie. Donc là, la sûreté a primé. Tout ce travail technique pendant 1 an, il s'est accompagné d'une réflexion globale sur l'optimisation de cette architecture souterraine. En 1 an, on a réussi à optimiser cette architecture d'à peu près 15%. Donc on a économisé 15% de galeries souterraines. Le coût d'une galerie souterraine, il n'est pas négligeable, c'est d'à peu près entre 45 000 € et 65 000 € par mètre creusé. D'accord ? Donc là aussi, c'est un exemple qui est intéressant, qui montre, dans le cadre des études que nous menons, auxquelles nous associons non seulement les autres exploitants nucléaires, mais également les autorités de contrôle, les pompiers, toutes les personnes qui un jour seront amenées à donner un avis sur ce projet avant qu'il soit construit, eh bien, on est dans une démarche permanente de rechercher les solutions les plus sûres et ça s'accompagne également d'une optimisation du projet et de gains potentiels sur les coûts de l'investissement. La deuxième question, excusez-moi, je vais être rapide, portée sur la réversibilité. D'accord ? Là aussi, très clairement, la réversibilité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir ressortir des colis du stockage, elle est prévue dès la conception. Donc très concrètement... Il faut dire qu'elle a un coût qui est extrêmement important. Alors, je vais vous donner des ordres de grandeur, puisque c'est le cœur du débat ce soir. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'installation, les ouvrages, ils ont un revêtement épais en acier ou en béton d'au moins 5 ans, puisque c'est la demande du Parlement, pour permettre non seulement de mettre en place les colis de déchets dans des tunnels de stockage. Il faut imaginer des tunnels en béton dans lesquels on vient placer des boîtes en béton. Et tant que ce revêtement tient, on peut venir rechercher les colis de déchets. Le but de CIGEO, et ces investissements, on va dire, c'est de l'ordre de quelques pourcents, maximum une dizaine de pourcents du coût de construction de l'investissement. Donc ça, c'est pris en charge dans les coûts qui sont provisionnés aujourd'hui. Le but de CIGEO, c'est de créer de la sûreté à très long terme. Donc un jour, pour assurer cette sûreté à très long terme, on va devoir progressivement refermer l'installation. D'accord ? Et bien évidemment, quand on referme l'installation, on va venir mettre en place des remblais, on va remblayer les galeries, on va construire des ouvrages de scellement en béton, en argile gonflante. Évidemment, quand on construit ces ouvrages, le retour au colis de déchets deviendra plus compliqué. Et donc le coût d'une opération de retrait deviendrait plus important. D'accord ? C'est pour ça que l'ANDRA, dans les propositions très fortes qu'elle fait au débat public, elle dit, comme ces étapes de fermeture progressive seront importantes, il faut qu'il y ait un processus décisionnel ad hoc, que tout le monde puisse exprimer son point de vue avant de passer à une nouvelle étape de fermeture. Et le Parlement a d'ailleurs souligné que l'étape ultime de fermeture, la fermeture définitive du site, ne pourra être autorisée que par une loi. D'accord ? Donc après, il y a des questions un petit peu spéculatives de dire, et si au-delà de 100 ans, on voulait revenir, etc. Alors certes, il existe des techniques minières adaptées qui pourraient, le cas échéant, permettre de recreuser des galeries pour revenir à 500 mètres de profondeur. Mais en faisant ça, on supprimerait tout le bénéfice de la sûreté à long terme puisqu'on rétablirait la communication avec la surface. Et c'est un petit peu difficile pour moi aujourd'hui de spéculer sur le coût des techniques minières dans plus de 100 ans pour réaliser une telle opération. Vous voyez, c'est pour illustrer pourquoi c'est pas si simple que ça de chiffrer tous les coûts. Ah, on n'a jamais dit que c'était simple. On n'y aurait pas mais ça nous amène à nous poser des questions intéressantes. Consacrer l'ensemble d'un débat si on pensait que c'était simple, loin de là. Et ça se confirme aussi avec nos internautes qui nous disent, par exemple, il n'y a pas indépendance entre ANDRA et producteurs des déchets. Alors qu'on est en train de reparler de ça, la preuve à Soulaine, la gestion des déchets est confiée à la STIM.
filiale à 100% d'Areva. Je l'ai signalé au dernier débat et j'ai bien sûr été censuré. Le bien sûr n'émane pas de moi, bien sûr. On va répondre à Monsieur Guérit. Y a-t-il indépendance ou pas ? Est-ce que c'est important qu'il y ait indépendance ? Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir quand même que le groupe STMI auquel il fait référence appartient au groupe Areva. Le groupe Areva, c'est un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes dont le métier, c'est de fournir des services à l'industrie nucléaire, que ce soit pour le compte d'EDF, d'autres maîtres d'ouvrage étrangers, ou aussi l'ANDRA. Donc l'ANDRA, qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait appel à des prestataires ? Elle va sélectionner, elle fait des appels d'offres suivant les règles de la commande publique pour sélectionner les prestataires qui apportent à la fois les meilleures compétences et les meilleures offres. Donc en l'occurrence aujourd'hui, l'exploitation proprement dite sur le stockage ANDRA en surface se fait par une filiale d'Areva, mais bien évidemment, toute l'acceptation des colis, le contrôle des opérations de stockage et le contrôle des différents prestataires qui interviennent sur le site est réalisé sous la responsabilité de l'ANDRA. Je voudrais juste je vous en prie, Monsieur Locher, revenir sur une des caractéristiques quand même de l'électronucléaire en France. C'est qu'il allie à la fois un niveau de sûreté qui, je pense, est vraiment au meilleur niveau mondial. Je pense que notre organisation, l'ASN indépendante, etc., le monde, elle fait référence dans le monde entier. Et en même temps, c'est un système qui, économiquement, est extrêmement efficace. Et c'est ce qu'on voit tout bêtement dans les tarifs. Moi, j'ai regardé avant de venir les Eurostat, donc les dernières statistiques sur le prix du courant en Europe. Eh bien, nos voisins allemands, qui sont, comme vous le savez, engagés dans la transition énergétique, le particulier paye son courant 29,2 centimes du kilowattheure. Alors, c'est un coût intégrant l'abonnement, etc. En France, le particulier, là aussi en intégrant l'abonnement, il paye son énergie 14,2 centimes du kilowattheure, donc la moitié. Bon, ça, c'est le résultat de la compétitivité de l'ensemble du système. Et moi, je suis persuadé que CIGEO, donc qui sera un ouvrage qui fera référence, va être exactement dans la même ligne, c'est-à-dire conforter la compétitivité du nucléaire français, tout en ayant un niveau de sûreté qui fera référence. On sait le faire, EDF sait le faire, Areva sait le faire, et nous, on n'a aucune inquiétude sur le fait que l'ANDRA sait le faire. Et c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle, quand on dit « oulala », mais oui, c'est vrai, il y a encore des incertitudes dans le coup, mais ces incertitudes, il n'y a jamais, mais si on en était tenté, de toute façon, l'ASN nous l'interdirait, mais donc il n'y a jamais eu en France d'arbitrage contre la sûreté. Je vais prendre un exemple, l'explosion d'hydrogène qui a eu lieu à Fukushima. Eh bien, dans toutes nos installations, depuis l'accident de 3 Mile Island, il y a des recombineurs passifs d'hydrogène qui, s'ils avaient été présents à Fukushima, auraient fait qu'il n'y aurait pas eu d'explosion d'hydrogène. C'est un exemple pour vous dire que la sûreté en France, on s'en préoccupe, l'ASN s'en préoccupe et l'exploitant s'en préoccupe. Et puis en même temps, effectivement, il y a une exigence commune qui fait qu'on cherche à maintenir de bas coûts de l'électricité, et ça, c'est au bénéfice à la fois du pouvoir d'achat des ménages et aussi de la compétitivité de notre industrie. On nous demande si l'État a un mot à dire entre ce que voudraient payer les producteurs et de déchets radioactifs et le coût que l'ANDRA estime juste. C'est Isabelle qui nous pose cette question par mail. Est-ce que c'est... Enfin, on a l'impression qu'elle demande s'il y a une négociation. Est-ce que vous en parlez entre vous ? Est-ce que ça ne se passe pas du tout comme ça ? Comment se fait ce chiffrage ? Si, ça se passe comme ça. En négociation ? L'État, c'est pas une négociation, mais l'État a son mot à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANDRA, qui est le maître d'ouvrage, va constituer un dossier de chiffrage qu'elle va adresser au ministre en disant j'ai fait mes études de conception, j'ai fait toutes les optimisations possibles et voilà à quoi j'arrive, voilà quels sont mes choix et voilà quel coût j'envisage. Nous, on va solliciter l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire en lui demandant mais est-ce que les choix que l'ANDRA a fait dans ce dossier-là vous paraissent de nature à remettre en cause la sûreté ou non. On va solliciter l'avis des producteurs de déchets, EDF, Areva, CEA. Peut-être qu'ils nous diront oui, à tel endroit, nous on considère qu'il aurait peut-être fallu faire autrement et peut-être que ça aurait pu être moins cher. Et à ce moment-là, on instruit. Mais je dirais, la négociation n'est pas le bon mot. Le juge de paix sur un projet comme celui-là, c'est l'ingénierie, c'est le projet industriel.
Est-ce que ce sont des techniques éprouvées ? Est-ce qu'il y a la science avec les choix est-ce qu'il y a la science derrière les choix qui sont faits pour montrer que ça fonctionne ? Et donc, c'est tout l'objet des discussions tout au long de la conception, qui sont menées dans le cadre de la convention entre l'ANDRA et les producteurs de déchets, dont a parlé Thibault Labalette tout à l'heure. C'est aussi un processus au cours duquel on confronte les expériences et on essaye de faire les choix les plus robustes possibles. Mais à la fin, oui, c'est le ministre qui tranche, parce qu'il est chargé notamment du contrôle des provisions, et qu'en définitive, il s'agit de charges futures qui sont sujettes à une évaluation. Et donc c'est le ministre qui tranche. Raymond Chaussin nous demande aussi si le chiffrage est vraiment sérieux. Est-il aussi sérieux que celui de l'EPR ? Peut-on rappeler le chiffrage de l'EPR et le coût actuel ? Alors qu'il soit sérieux, je n'ai pas l'impression qu'on en doute, mais enfin je vous pose la question telle qu'elle nous arrive. Est-ce que le chiffrage est sérieux ? Oui, très clairement. Le chiffrage industriel qui sera fourni en 2014, c'est un chiffrage extrêmement sérieux. Il nous prend du temps à construire. J'ai parlé de milliers de lignes de chiffrage à vérifier. Il est audité par des cabinets indépendants. Les producteurs de déchets nous font part également de leurs remarques. L'autorité de sûreté nucléaire va le contrôler. Donc, si vous voulez, le rôle de l'ANDRA, c'est de fournir sa meilleure estimation sur la base d'un dossier de conception industrielle, et non seulement de convaincre l'autorité de sûreté nucléaire de la sûreté du projet qu'elle présente, mais également l'État et les producteurs de déchets qu'elle a fait les bons choix industriels. Je pense que la question induit l'idée du glissement de budget. L'EPR a fait beaucoup parler dans le public pour dire qu'il y avait un certain budget qui a flambé d'une certaine façon. Cet internaute semble s'inquiéter du fait que le chiffrage d'aujourd'hui risque-t-il, ou de 2014, risque-t-il de flamber comme a pu flamber celui de l'EPR dans l'idée du public ? Dans tout projet industriel, et c'est le cas du projet Cigéo, on évalue non seulement suivant des hypothèses techniques, le coût du projet, mais on s'attache également à identifier les risques de surcoût potentiels, et ils existent, et également les pistes d'optimisation qui existent dans tout projet et qui peuvent également conduire à faire baisser le projet. Et après, dans toutes les étapes du projet, on s'attache à mettre des dispositions pour contrôler ces risques et mettre en œuvre les opportunités. Ce qui fait qu'un projet industriel, à partir du moment où il est fondé sur des bases solides, ce qui est le cas quand on a fait des études de conception industrielle, et il va s'affiner au fur et à mesure des étapes de conception, mais l'objectif de l'ANDRA au travers des chiffrages qu'elle va produire, c'est bien de donner la meilleure assurance possible à l'État en premier lieu, aux producteurs de déchets qui provisionnent, mais également à la société, que le coût du projet qu'elle présentera sera maîtrisé ensuite si on passe en phase construction, ce qui dépendra bien évidemment des décisions d'autorisation de créer Cigéo qui ne sont pas prises aujourd'hui. Pierre-Yves Locher pour EDF, vous vouliez parler un petit peu. On revient sur cette histoire de glissement des coûts qui a beaucoup impressionné. Sur l'EPR, le glissement des coûts... C'est un mauvais exemple. Non, mais si, c'est un exemple de chantier industriel qui a pris du retard. Et dans l'ingénierie, le temps, c'est de l'argent. D'où la nécessité. Et pourquoi il a pris du retard ? Pour des raisons qui tiennent aux équipes EDF, et aussi pour des raisons qui tiennent aux sous-traitants. Pourquoi ? Ça faisait presque 20 ans qu'on n'avait pas construit de centrale nucléaire en France, et donc il faut reconstituer finalement des équipes. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que justement un des enjeux du projet Cigéo, c'est de préparer le tissu industriel local aux opérations qui seront menées sous le contrôle de l'ANDRA. Et donc, un des retours d'expérience, effectivement, de l'EPR, c'est que cette préparation, elle est importante, parce que s'il n'y a pas une préparation suffisante, ça induit des délais supplémentaires sur les chantiers, et donc, je vous dis, le temps, c'est de l'argent. Bon, alors après, il faut parler de choses comparables. Les technologies, et c'est l'ANDRA y est très non, mais l'ANDRA y est très attaché, et l'ASN est très attaché aussi. Les technologies mises en œuvre, qui seront mises en œuvre dans Cigéo, justement, on cherche bien des technologies qui soient éprouvées. Je vais donner un exemple, par exemple, que Thibault Labalette aurait pu donner. Au départ, en 2005, on imaginait que de développer des outillages spécifiques pour le creusement des galeries. Et puis finalement, la solution qu'a retenue l'ANDRA, c'est d'utiliser un tunnelier, donc un processus industriel qui est déjà connu. Et ça joue, et c'est pour ça que c'est un autre très bon exemple, à la fois sur le coût,
parce que on a une meilleure maîtrise et puis c'est des technologies éprouvées, et sur la sûreté, parce que finalement, en termes d'endommagement de la roche, c'est mieux, etc. Et j'ajoute que ces moyens de creusement, on les teste aujourd'hui au laboratoire souterrain. On vient de terminer une galerie creusée avec la mise en place de voussoirs, ce qui nous permet aussi de tester les techniques qu'on va utiliser dans le stockage avant la réalisation éventuelle du projet. Charles-Antoine Oulouette, vous vouliez compléter? Oui, très brièvement. Dans la question, il y a en fait deux questions. Il y a le chiffrage. Est-ce que le chiffrage lui-même est réalisé sérieusement ? On sent que derrière la question, il y a l'idée, est-ce qu'on ne va pas sous-évaluer le coût pour le faire passer, entre guillemets ? Donc ça, ce n'est pas du tout dans les missions de l'ANDRA. L'ANDRA, elle doit préparer ce projet pour assurer la gestion en toute sûreté des déchets. Elle en fait un chiffrage. Bien sûr qu'il y a une optimisation économique de ce chiffrage parce qu'on veut le payer au bon coût, mais il n'y a pas d'idée de sous-évaluer pour le faire passer, entre guillemets. Il faut que le vrai coût soit provisionné et qu'il soit répercuté aux consommateurs d'électricité. Je l'ai dit en introduction. La deuxième partie dans la question, c'est une fois que ce chiffrage aura été produit, est-ce qu'on va maîtriser le chantier ? Et ça, ce sera une responsabilité de l'ANDRA en tant que maître d'ouvrage, de responsable du chantier. Il devra maîtriser ce chantier. Donc, il aura fait son évaluation, l'ANDRA aura sa conception industrielle, et puis il faudra maîtriser le chantier. Mais ça, c'est une étape ultérieure si le projet est décidé. Et le dernier centre de stockage que l'ANDRA a inauguré en 2003, le centre de stockage pour des déchets de TFA, ça n'a rien à voir avec le projet CIGEO, déchets de très faible activité. Les coûts du projet, alors ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur, ont été maîtrisés par l'ANDRA en phase chantier. Yves Barthélémy, par mail, nous dit les chiffres du coût d'électricité sont pipés, la construction des centrales n'est pas prise en compte, leur futur démantèlement non plus, seuls les frais d'exploitation sont comptés. Il faut savoir de quoi on parle, l'énergie nucléaire est la seule énergie à être autant subventionnée par nos impôts. Je vous en prie, Charles-Antoine Oulouette. Non, je ne peux pas partager ce constat. C'est vrai que c'est une question qui a très souvent été posée. Est-ce qu'il y a des coûts cachés dans le nucléaire ? Est-ce qu'on met des coûts sous le tapis pour faire croire que c'est pas cher ? Il y a une étude très complète qui a été faite par la Cour des comptes en 2012. On en a déjà beaucoup parlé ce soir parce que c'est un document de référence qui est extrêmement important. Et je pense que quand on débat, c'est bien aussi de se documenter. Et le rapport de la Cour des comptes est très clair. Et dans l'allocution de Didier Migaud, lorsqu'il a présenté le rapport, il a très clairement dit que l'examen de la Cour des comptes n'avait pas montré de coûts cachés. Alors bien sûr, il y a des incertitudes dans les coûts futurs que la Cour des comptes a pointé. Elle a aussi fait le calcul qu'on a évoqué tout à l'heure pour dire que même si ces incertitudes se concrétisaient de façon importante, ça ne remettrait pas en cause la compétitivité générale de la filière. Une question très précise sur le MOX qui nous arrive de sortir du nucléaire. Le rapport public de 2005 indique que l'ANDRA évalue à 15 milliards d'euros le stockage des déchets vitrifiés. Or, la Cour des comptes indique que EDF provisionne le stockage des MOX usés. Comment EDF évalue le coût du stockage des MOX usés ? Est-ce que vous pouvez nous apporter un élément rapide de réponse, Pierre-Yves Locher ? C'est pas tout à fait le cœur du débat d'aujourd'hui, mais on joue le jeu du direct aussi. Effectivement, dans nos provisions et donc dans nos actifs, il y a effectivement une partie qui est destinée, alors sur la base des évaluations de 2005, sur la base des rapports de l'ANDRA de 2005, pour le stockage direct du MOX usé, dans l'hypothèse, qui n'est pas aujourd'hui l'hypothèse de référence du pays, où il n'y aurait pas de réacteur de 4e génération. Donc s'il n'y en a pas, effectivement, ça n'a aucun sens de retraiter le MOX, et donc il faut l'enfouir. Donc oui, cette évaluation, elle est bien dans le chiffrage 2005, il y a bien une partie qui concerne le MOX usé. Alors, une fois que j'ai dit ça, mais Thibault Labalette me le dira bien mieux que moi, dans le dossier qui est aujourd'hui soumis au débat et dans la future autorisation de création de CIGEO qui sera demandée, il ne s'agira pas de stocker le MOX usé, mais il s'agira de stocker les déchets moyenne activité et haute activité issus donc du retraitement pour les déchets de haute activité, du retraitement du combustible nucléaire. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le MOX n'est pas retraité, mais il est entreposé dans l'attente, finalement, d'une nouvelle génération donc de réacteurs dits de génération 4 qui, entre autres avantages, seront utilisés
le combustible à récupérer dans le MOX usé. Oui, Charles-Antoine Louette, vous vouliez compléter cette réponse ? C'est juste une remarque. Je constate que cet internaute est allé se documenter puisqu'il mentionne un document public de 2005 comportant des éléments sur le coût. Les éléments, les états financiers des producteurs sont tous publiés. Les rapports de la CNEF sont publiés. On a le dossier du maître d'ouvrage qui donne des éléments de coût qui sont tout à fait commensurables à ce qui est donné dans d'autres débats publics. Et je trouve très bien que les experts qui s'intéressent à cette question se donnent la peine d'aller regarder les documents qui sont publics pour apporter à la population leur esprit de contradiction lorsque c'est nécessaire. Et je crois que c'est nécessaire et très utile. Et je crois que c'est possible. Et qu'on ne peut pas demander non plus à la CPDP de faire sur son site une encyclopédie totale du nucléaire à l'occasion d'un débat sur CIGEO. Voilà, une façon de nous dire, Charles-Antoine Louette, qu'il y a énormément de choses qui sont déjà publiques et qui sont consultables. On arrive un petit peu à la fin de ce débat. Une dernière question qui va s'adresser cette fois-ci peut-être plus à la CPDP. C'est Raymond Chaussin qui nous dit « La répartition des intervenants est surprenante. 3 pour et 1 contre et maintenant 0. Débat non, information ou propagande oui. » Claude, c'est pas faute d'avoir essayé de persuader Monsieur Dessus de rester avec nous et d'aider à vulgariser et à poser les questions des internautes. Oui, je regrette tout à fait le départ de Benjamin Dessus, mais c'est son choix et comme tous les choix, je le respecte. J'ai considéré néanmoins, ça me donne l'occasion de m'expliquer là-dessus, j'ai considéré néanmoins qu'il fallait surtout pas arrêter notre réunion. Il y avait de nombreuses questions d'internautes qui étaient là, et donc je crois que nous devions d'assurer notre devoir d'information ce soir sur ce sujet qui était d'ailleurs un sujet difficile et sur lequel on est quelquefois allé un petit peu plus loin que d'habitude dans le débat. Un devoir d'information qui ne s'arrête pas là, parce que vous vouliez aussi, Claude, nous dire un mot sur les cahiers d'acteurs qui concourent au débat. Oui, parce que, comme vous savez, je voudrais simplement rappeler aux auteurs de cahiers d'acteurs ou de contributions un peu lourdes qui sont en train de travailler dessus que la date limite de dépôt de ces documents, c'est le 15 décembre, date de la fin du débat. Il n'y a pas de prolongation possible dans la mesure où nous avons déjà bénéficié d'une prolongation. Et donc, je les incite à bien réfléchir à leur temps, à l'organisation du temps pour, s'ils veulent déposer leur cahier d'acteurs, le faire avant le 15 décembre. Voilà, pour qu'ils puissent être parfaitement pris en compte. Absolument. Merci Claude Bernet, merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci à nos invités, en tout cas ceux qui sont restés, d'avoir tenté de répondre à toutes les questions qui nous sont arrivées. Certaines, il y en a 2 ou 3 là sur Internet qui sont restées sans réponse, faute de temps, parce qu'on a essayé de creuser un petit peu toutes celles qui nous sont parvenues. Celles qu'on n'a pas pu prendre en direct trouveront une réponse sur le site de la CPDP, une réponse que nous voulons contradictoire, à la fois par l'ANDRA, maître d'ouvrage, et par les experts indépendants qui continuent malgré tout à nous porter leur concours dans différents débats. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec notre sujet, celui de la gouvernance, de la concertation et de la suite des débats. Une émission qui sera exactement identique aux 8 précédentes, pour laquelle on attend aussi toutes vos questions. Je vous donne donc rendez-vous pour débattre avec nous à nouveau sur ce thème, mercredi 20 novembre. Merci à tous, bonne soirée et à mercredi prochain, 19h.